Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, 68 milliards de dollars nécessaires à l'exécution de 16 projets prioritaires. Ce sont les conclusions du sommet du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement en Afrique sur les infrastructures qui s'est tenu ces 14 et 15 juin 2014 à Dakar. Le Parlement tunisien s'accorde à organiser les élections présidentielles et législatives avant la fin de l'année 2014. Un calendrier électoral sera énoncé avant la date du 23 juin, mais la décision est loin de faire le consensus. Et puis, zoom sur le Donsogoni en cette fin d'édition, une discipline artistique malienne qui date du XIIe siècle. Mais confrontés à la mondialisation, ses adeptes peinent aujourd'hui à perpétuer la tradition. Samedi 14 et dimanche 15 juin, s'est tenu à Dakar, au Sénégal, un sommet sur le financement des infrastructures en Afrique. 2 journées de réflexion et de concertation qui ont réuni experts du secteur public, privé et les chefs d'État africains en présence. À l'issue de cette rencontre, des nouveaux mécanismes de financement ont été décidés. Les détails avec Nicolas Kukel, notre envoyé spécial à Dakar. Le sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique a ouvert la voie à un véritable plan de développement des projets prioritaires d'infrastructures continentales. La présence de nombreux experts, partenaires et acteurs du développement à cette rencontre devrait donner un nouvel élan à la conception et au financement des 16 projets clés du PIDA, tels que la modernisation du chemin de fer Dakar-Bamako, le projet hydroélectrique de Sambangalou ou le corridor côtier Abidjan-Lagos. La rencontre de Dakar a permis de mettre ensemble à la fois les partenaires techniques et financiers multilatéraux, les institutions africaines, de la Commission de l'Union africaine jusqu'aux communautés économiques régionales, mais aussi le secteur privé, à la fois africain et international. Et ensemble, on vu les contraintes qui pèsent sur le montage des projets en Afrique. Nous avons identifié aussi les difficultés, les lenteurs et aussi les avantages qu'il faut mettre en exergue. Ces 2 journées de concertation dans la capitale sénégalaise ont permis de renforcer les synergies novatrices entre le secteur public et privé afin de mobiliser des investissements africains et étrangers pour le financement des infrastructures. 68 milliards de dollars sont nécessaires pour l'exécution des 16 projets prioritaires contenus dans ce plan. Nous avons mis l'accent sur les moyens aptes à promouvoir les investissements ainsi que les solutions visant à régler les défis qui sont liés à la préparation des projets. Nous invitons le secteur privé à s'engager davantage pour le financement de projets choisis par le sommet comme étant le premier pas vers la réalisation de ces projets d'ici à 2020. À l'issue de ce sommet, l'agenda de Dakar pour l'action, une véritable feuille de route des actions concrètes en vue du financement et du développement des infrastructures en Afrique a été établi. Il sera présenté dans une dizaine de jours à Malabo, en Guinée équatoriale, lors du sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Et comme vous venez de l'entendre, le 23e sommet de l'Union africaine se déroulera entre le 20 et le 27 juin 2014. Et l'heure est au dernier préparatif à Malabo, la capitale équato-guinéenne qui accueille l'événement. Fait particulier de cette année pour le président en exercice de l'institution, Mohamed Ould Abdelaziz, l'ouverture de ce sommet coïncide avec l'élection présidentielle en Mauritanie à laquelle il participe. Le premier tour est en effet prévu le 21 juin. Il est également question d'élections en Tunisie. Après plusieurs mois de discussion, le Parlement vient de voter pour la tenue des élections législatives, puis présidentielles avant la fin de l'année 2014. Si pour les islamistes d'Ennahda, il était évident que les élections législatives devaient avoir lieu avant le scrutin présidentiel, certains opposants ne partagent pas cet avis. Les précisions d'Aminata Jack. Les partis politiques tunisiens ont voté vendredi pour la tenue des élections législatives puis la présidentielle avant fin 2014. 12 des 18 formations représentées au Parlement se sont mis d'accord sur l'ordre des élections, un consensus qui toutefois continue de faire débat au sein de la classe politique. Il est évident que si on inverse le calendrier électoral et qu'on élise les députés avant le président de la République, cela donne sans aucun doute une légitimité supplémentaire au Parlement lui-même. L'idée est de savoir est-ce que cela va apaiser ou pas
oui, si on arrive à un accord plutôt consensuel, ce qui semble être le cas, la contradiction entre les deux grands partis ténors de la vie politique tunisienne, on peut penser qu'évidemment cela risquerait de créer des frictions à l'avenir, même si le consensus actuel est évident et il est visible. Cette décision du Parlement devrait permettre de fixer les dates définitives de ces scrutins, même si pour la plupart des opposants, c'est l'inverse qui aurait dû s'imposer. Le parti donc de Bajira et de Sebsini Datoun, qui lui naturellement n'a pas de députés, en tout cas n'existait pas au moment de l'élection présidentielle, d'élection législative de l'Assemblée constituante, et donc ils sont plutôt intéressés par une élection présidentielle d'abord parce que ça va leur donner une légitimité forte, et ça donnerait une légitimité forte à Bajira et de Sebsini si jamais ils sortaient élu de ce suffrage-là. L'Assemblée nationale constituante doit à présent voter la loi fixant les dates des scrutins. Le calendrier des élections, quant à lui, devrait être adopté avant le 23 juin, date du début des inscriptions sur les listes électorales. L'opposition a finalement pu manifester dans les rues de Niamey au Niger. Après 2 refus successifs, les autorités ont consenti à laisser les milliers de protestataires défiler dimanche 15 juin. Des membres de l'opposition au nombre de 3500 selon la police et 60 000 selon l'opposition qui ont marché contre le pouvoir. Depuis le mois de mai, une quarantaine d'opposants proches du futur candidat à l'élection présidentielle de 2016 a été arrêtée, officiellement soupçonné de mener une campagne de terreur. 72 étudiants ont également été appréhendés. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est dans cet état d'esprit que plusieurs acteurs congolais s'étaient rassemblés à Paris à l'occasion de plusieurs assises afin d'échanger et de mettre en place des stratégies en cas de crise politique à l'approche des élections. Leur revendication est la suivante, l'alternance démocratique. Thierry Noiran. Le Congo se remet timidement de la crise politique dont il a été le théâtre et pourtant plusieurs acteurs politiques et membres de l'opposition ont joint leurs efforts pour se préparer à un nouvel épisode de tension. En effet, plusieurs d'entre eux affirment que le président Denis Sassou Nguesso souhaiterait modifier la Constitution afin de se présenter aux élections de 2016. Une nouvelle qui ne ravit pas l'opposition, bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite par le gouvernement en place. Les inquiétudes sont en revanche bien présentes. Nous devions nous rassembler sur un objectif commun. Et nous avons trouvé comme objectif le non au changement et à la révision de la Constitution. Pour cette opposition, même si les interrogations restent nombreuses, il faut anticiper les désagréments. Nous savons que notre pays, quand il y a l'approche des élections, il y a toujours des problèmes. Nous voulons prévenir les conflits. Nous sommes des hommes très pacifiques et nous pensons que par rapport à ce qui se passe dans la sous-région, il vaut mieux prévenir et qu'il faudrait revenir à l'alternance démocratique. Une alternance démocratique qui devrait voir le jour en 2016, lors de l'élection présidentielle. Reste à savoir si le président actuel se retirera, comme le veut la Constitution, ou tentera de briguer un 3e mandat. Un acte qui serait vu comme antidémocratique. Seule solution pour Denis Sassou Nguesso, faire appel à la voix du peuple via un référendum. L'actualité économique et le Kenya qui poursuit sa politique agricole tournée vers la sécurité alimentaire. Avec une nouvelle mesure, le coût des semences qui devrait être nettement diminué en détaxant ces produits importés. L'État kényan espère abaisser les charges des producteurs nationaux. Le gouvernement espère également dynamiser l'industrie et réduire le coût de la vie. L'irrigation, les engrais et le secteur de la pêche figurent également parmi les priorités kenyanes. Ces secteurs se verront consacrer des budgets de 3,5 et 1 milliard de shillings. Depuis le XIIe siècle, ils ont chanté la gloire des chasseurs d'Onso du Mendéing jusque dans les forêts ivoiriennes. Un chant dont seuls les initiés de la confrérie peuvent comprendre le sens et les incantations. C'est ainsi le cas pour les louanges que récitent ces artistes. Et si cet art a su traverser les époques, aujourd'hui il fait face au défi de la mondialisation, mais se maintient grâce à quelques passionnés qui se retrouvent quotidiennement afin de perpétuer la pratique. C'est un reportage de notre correspondant au Mali, Idrissa Sangaré. Le ndozongoni, un art musical exclusivement réservé aux initiés, la confrérie des donzos ou même des chasseurs. Depuis le XIIe siècle, ces chanteurs louent la gloire et les exploits des donzos dans les savanes mandingues et sahéliennes. Louanges, incantations sont au rendez-vous des spectacles donnés par les membres de la confrérie avec une empreinte mystique que seuls les membres de la confrérie peuvent comprendre. Très généralement, cet instrument, comme on l'a dit, est le chantre, qui est également un initié, parce que celui qui joue d'un instrument d'initiation ne peut être qu'un initié lui-même.
S'il n'est pas initié, impossible de jouer pour les initiés. Donc à partir du moment où il est initié, sa parole n'est pas la parole de tous les jours. Sa parole est recherchée et sa parole vient des âges. Et ce qui fait que beaucoup de gens ne comprennent pas les allusions, ne comprennent pas ce dont il est question exactement. Comme plusieurs musiques, rythmes et chants traditionnels, le Ndozongoni se trouve aujourd'hui confronté à la mondialisation des cultures. Si cet art des initiés a traversé bien des époques, aujourd'hui le combat est de perpétuer sa pratique. Donzo n'a pas changé fondamentalement dans sa présentation. Et nous osons espérer que, quelle que soit la mondialisation, les Maliens et tous les pays africains qui ont en usage cet instrument feront en sorte que cet instrument puisse être au centre des exceptions et que le Mali puisse faire en sorte que le Ndozongoni soit l'exception malienne pour la mondialisation. Parce que la mondialisation ne veut pas dire l'abandon de ce qu'on a, mais la révalorisation de ce qu'on a pour que le monde entier puisse en bénéficier. Même si le Ndozongoni n'est pas l'une des 7 merveilles au monde, pour le Mali, il reste cet art musical qui aura bercé les plus grands rois à l'instar de Soundiata Keïta et de Soumaoro Kanté. Chaque mercredi, les passionnés de cette musique se retrouvent pour revivre les contes mystiques des grands Donzo et leurs exploits en brousse. Du sport pour terminer ce journal avec la Coupe du Monde de football et jamais 2 sans 3. C'est en tout cas ce que doivent espérer les Black Stars du Ghana. Ils affronteront les États-Unis dans la ville brésilienne de Natal ce lundi. Les adversaires se connaissent bien puisqu'ils se sont déjà affrontés à 2 reprises en phase finale de Coupe du Monde. Et que ce soit au premier tour du Mondial 2006 ou en 8e de finale en 2010, les Ghanéens ont toujours battu les Américains. Un match à l'enjeu d'autant plus significatif que face aux autres membres de la poule, l'Allemagne et le Portugal, les États-Unis s'affichent comme le groupe le moins dangereux. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.